Juillet 1944, Normandie, péninsule du Cotentin. Pour prendre cette langue de terre, hommes et ravitaillements affluent depuis les débarquements. Ils sont 700 000 à se presser dans le Nord Cotentin. Démarre alors l'opération Cobra. Objectif, ouvrir les portes de la Bretagne et de la Loire. Mode opératoire, le carpet bombing, la plus grosse opération de bombardement. L'idée, c'est que l'on va pilonner les défenses allemandes qui, à la décharge de Montgomery, sont beaucoup moins fortes dans le Cotentin que dans la région de Caen. On va donc utiliser un bombardement en tapis, carpet bombing, pour briser les défenses allemandes. Et ensuite, les troupes américaines vont s'engouffrer dans la brèche ainsi créée pour effectivement réaliser la percée tant espérée, la percée tant attendue. À 3 heures, une avalanche d'artillerie et de mortiers s'est abattue sur le secteur nord de notre compagnie, si dense que nous avons cru venue la fin du monde. Nous pouvions entendre le grondement des moteurs et les cliquetis des chars dans les lignes ennemies. Ça nous a fichu une horrible frousse. Ensuite, les chars ont roulé vers nous. Leurs tirs traversaient les haies comme du gruyère. Il faut dire que les Américains utilisent des balles qui font d'horribles blessures. Vers 10 heures, l'ordre de retraite a été donné. La position était intenable. Pendant le repli, un terrible tir d'artillerie s'est abattu sur nous, alors que nous étions à découvert. J'étais persuadé que j'allais mourir, et j'ai fait comme les autres. Mes nerfs ont lâché. C'était l'enfer. Rien d'autre que l'enfer. Ce bombardement donne des résultats absolument inattendus. Les défenses allemandes sont absolument pulvérisées par ces bombardements. Les Alliés ne s'en rendent pas immédiatement compte, mais très vite, ils voient une brèche s'ouvrir. Et dans cette brèche, ils s'engouffrent. C'est le moment où Patton entre en lice et Patton fait lui-même la circulation pour accélérer le rythme et dire aux blindés « allez-y, avancez. » Et les défenses allemandes sont effectivement anéanties. Mon colonel, vous pouvez être assuré que tout le monde tiendra. Les grenadiers dans leurs tranchées, les chasseurs de chars, ils tiendront. Aucun n'abandonnera. Ils sont dans leur trou. Car ils sont morts, vous entendez ? Vous direz de ma part au maréchal que la Panzerlehr n'existe plus, qu'elle est anéantie, mais que ces morts peuvent encore tenir et que je tiendrai avec eux jusqu'au bout, puisqu'ils l'ordonnent. L'opération Cobra met des milliers de soldats hors de combat et fait des centaines de victimes civiles. Mais les portes de la Bretagne sont maintenant ouvertes. Ils sont arrivés sur le coup de 18h, le 30 juillet, dans la ferme du Bois Pépin, rue Maloyer, où nous étions réfugiés. On avait vu passer les Allemands dans un piteux état, en silence. 1 heure plus tard, un groupe d'hommes est venu fouiller les granges et les étables. Ils ont amené un canon anti-aérien, ont commencé à sourire, puis ça m'a marqué, ils ont demandé « Calvados ?» Alors on nous a permis d'approcher, de prendre des chocolats et des chewing-gums. Pour les Américains, il faut maintenant foncer. Objectif le port de Brest, les plages en pente douce du Morbihan et Rennes, carrefour de communication. Ils y entrent le 4 août. On a tout de suite foncé dans les combles du palais de commerce parce qu'on savait qu'il y avait des drapeaux. On en a pris 3, un français, un américain, un du Commonwealth qu'on a installé sur le balcon de la poste. Ensuite, une Jeep était arrivée à 9h10, un officier de marine est descendu. C'était Jean Marin, la foule était en liesse. Jean Marin, l'une des voix de la France libre sur l'antenne de la BBC, décrit la liesse dans les rues. Cet après-midi, le maire de Rennes a convié ses habitants à célébrer la libération. Elle répond massivement et de tout son cœur. La vaste place de l'hôtel de ville et les rues qui y conduisent sont pleines d'hommes, de femmes et d'enfants qui portent des drapeaux et des fleurs. Le même jour, Jean Marin, représentant le gouvernement provisoire, assiste à la naissance du quotidien Ouest-France auprès de son fondateur Paul Hutin. Je sais ce que tous ont fait au service de la résistance sous l'occupation allemande. Alors que dans le bocage normand, chaque avancée se faisait au prix de centaines de vies, en Bretagne, au rythme du ravitaillement en carburant, l'armée de Patton déferle vers l'Atlantique. Les villes libérées se multiplient, mais d'autres résistent. Alors, le combat s'éternise. La nuit où le casino a flambé, un gars du groupe est allé du fort en mer où nous étions enfermés, à la nage, prévenir les Américains de ne plus tirer sur nous. Le dimanche matin, les Allemands ont amené au fort 150 Malouins et Malouines qui étaient restés dans les abris de la cité, complètement détruites. Puis, il y a eu une trêve.
On a vu les infirmiers et les brancardiers s'affairer autour du château. C'était la marée basse. Alors, on a tenté le coup. On a ouvert les portes et on est parti sur la plage. Les Allemands n'ont pas tiré. J'ai couru jusqu'à Courtoisville pour retrouver ma mère. Cézembre, une petite île qui fait face à Saint-Malo, devient ainsi l'endroit le plus mitraillé d'Europe. 20 000 bombes larguées sur 19 hectares, un mouchoir de poche. Les 300 Allemands abrités dans les souterrains ne se rendront que le 2 septembre. Avant ça, ces hommes auront été les premières victimes de ce qu'on appellera bientôt le napalm. Pour Patton, l'objectif reste Brest. Il force le pas. Les Américains arrivent à ses portes le 6 août, mais ils ne sont pas prêts d'y entrer. Ailleurs, à Quimper, on n'attend pas l'arrivée des Alliés. Le 4 août, ce sont les FFI qui la libèrent. D'ailleurs, si les Américains avancent si vite en Bretagne, c'est en partie grâce à la résistance. Il y a eu des paras français qui ont été envoyés pour préparer l'arrivée de 200 paras français qui sont venus encadrer le maquis breton. Le maquis breton, c'était 20 000 personnes et qui ont eu des affrontements directs avec les Allemands à Saint-Marcel notamment et qui ont fait tout un tas de coups de main et de sabotage pour empêcher les Allemands d'envoyer trop facilement des renforts en Normandie. Et ça a bien marché parce qu'ils ont bien occupé les Allemands sur place. Il y a eu des renforts qui sont arrivés en Normandie, mais ça a été très long. Ils ont été désorganisés, ils sont arrivés parfois sans le matériel. Donc ça a été une grande réussite, la résistance, et la résistance bretonne particulièrement. D'ailleurs, Eisenhower lui a rendu hommage et a dit que sans cette résistance bretonne, ils auraient eu beaucoup plus de soucis pour libérer et la péninsule bretonne, mais et l'Ouest en général. Toute la Bretagne n'est pas encore tirée d'affaire, mais les Sherman continuent de se déployer. Ils foncent vers Angers le 10, puis Nantes, libérée le 12 août avec l'aide des FFI. On est entré dans un immeuble, place du Maréchal Foch, où les Américains voulaient installer une antenne de liaison. La Gestapo avait eu son PC ici. On était méfiants en visitant. Tout pouvait être piégé. À l'étage, dans les bureaux, des centaines de cartes d'identité étaient rangées dans des casiers en bois, posées sur des tables. Les Américains étaient incrédules. Moi je comprenais trop bien. Ici étaient les traces de nos compagnons de Libé Nord après leur arrestation de janvier-février 44, et bien d'autres. C'était terrible. Malgré les morts, les disparus, c'est un vent de liberté qui s'empare de la Bretagne. Alors qu'en Normandie, les Alliés n'en ont pas encore fini avec les Allemands. À Mortain, le 7 août, contre toute logique et l'avis de ses généraux, Hitler commande une offensive à ses troupes épuisées. Erreur stratégique fatale. Les Alliés, bien renseignés, mieux équipés, bombardent sans répit, prennent en tenaille les troupes allemandes et stoppent net leur progression. Quelques jours avant cette offensive, Philippe Leclerc, à la tête de la 2e division blindée, débarquait sur Utah Beach. Le 12 août, la 2e DB de Leclerc est au Mans. Elle vise Paris pour la libérer. Mais elle est stoppée en plein rêve. Il y a des ordres qui ne se discutent pas. Il faut renforcer les troupes alliées à Chambois. Ici, 32 km de long, 9 de large. 100 000 hommes s'y entassent, des chevaux par centaines, autant de véhicules. Sous un interminable orage de bombes et de balles, les combats se font au corps à corps. Au fil des jours et des batailles, la poche se réduit, devient un corridor, 9 km par 2. Les Allemands l'ont baptisé le couloir de la mort. Le soir, on sort des abris. On découvre un carnage indescriptible, d'animaux tués, de soldats déchiquetés, mitraillés, de ferrailles tordues. 300 à 400 cadavres, une odeur atroce. Elle va rester longtemps dans le village. Elle nous réveille le matin et revient le soir. Le 21 août 1944, au terme de cet indescriptible apocalypse, 10 000 soldats sont tués, 50 000 faits prisonniers. Eisenhower décrira plus tard n'avoir pu marcher sur rien d'autre pendant des centaines de mètres que de la chair morte
et pourrissante. Pour les Allemands, les sanglants combats de la poche Falaise-Chambois signent une terrible défaite. Ils marquent un tournant dans la bataille de Normandie. On peut considérer qu'à partir du moment où la poche de Falaise est scellée, 19-21 août, la bataille de Normandie s'achève et que s'ouvre une nouvelle séquence. Pour parodier, je pourrais dire que c'est la fin de la bataille en Normandie. À mon avis, on veut véritablement comprendre quand commence la séquence, 6 juin 1944, et quand elle s'achève, à mon avis, c'est le 25 août 1944 par la libération de Paris. Au-delà des dates, faisons le décompte. La bataille de Normandie, c'est 78 jours de guerre, 445 000 militaires et civils tués, blessés ou disparus. Une Normandie exsangue, mutilée. 300 000 édifices sont détruits. Et les mines de la bataille de Normandie continuent à tuer bien des années après. C'est à ce prix que la voie vers Paris s'est ouverte. La question dès lors, qui va libérer la capitale de la France ? Leclerc, c'est un grand soutien de De Gaulle. Donc les Américains s'en méfient parce que Roosevelt n'aime pas De Gaulle. Et on voit en lui effectivement un apprenti dictateur, leurs relations ne sont pas bonnes, que lorsque le débarquement est décidé, le 5 juin, De Gaulle est appelé à venir voir Churchill en Angleterre, à Portsmouth. Churchill lui dit le débarquement va avoir lieu, on va mettre en place une administration militaire et on va même lancer une nouvelle monnaie française. Alors pour De Gaulle, c'est la non-reconnaissance du gouvernement d'Alger qu'il dirige. Et deux, évidemment, il voit bien que c'est une attaque contre lui. Elle coup de pied aux fesses, elle a une botte américaine, c'est évident. De Gaulle, lui, impose son administration provisoire de la République française. Il a déjà gagné la confiance et l'enthousiasme des Français. Il y a eu la politique s'en est mêlée, parce que qui libère Paris, c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux. Que les Américains étaient quand même tentés de libérer Paris eux-mêmes. Les Français, évidemment, voulaient absolument libérer Paris eux-mêmes. Donc il n'y a pas eu de coup de force de Gaulle avec Leclerc, mais il y a eu un petit coup de force pour pouvoir aller sur Paris. Avant même que Eisenhower accepte que les Français aillent sur Paris, De Gaulle avait donné l'ordre à Leclerc d'envoyer une unité de reconnaissance sur la capitale. La division Leclerc libère Paris. Les cloches de la capitale sonnent à toute volée. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière. Et puis il y a cette apothéose, qui est une apothéose militaire, Paris est libéré, mais qui est aussi une apothéose politique, De Gaulle triomphe. C'est un peu le sacre du général De Gaulle. La bataille de Normandie, sous son nom de code Overlord, s'achève donc à Paris, où la France trouve son nouveau guide. Mais les forces alliées poursuivent leur mission. Le 15 août, un autre débarquement en Provence libère le sud du pays. Après le 25-26 août, on va entrer dans une autre séquence, qui est celle de la libération de la France, de Combatterie. Fin août, Brest est toujours assiégé. Le fracas des combats dure depuis 1 mois. Je dors dans un hamac, tout habillé, près du bas de l'escalier. Je suis réveillé par la lumière qui s'allume et les cris « Feu! Munitions !» Je sors du hamac, je prends mon nécessaire de toilette et une première explosion me projette dans les escaliers. Aussitôt, tout le monde se retrouve au fond de l'abri, les uns par-dessus les autres. Après, deuxième explosion. Je me retrouve en dehors de l'abri, sur le parvis extérieur, sans savoir comment. J'ai les mains brûlées et j'entends les gens hurler. Seulement 39 Français et une centaine d'Allemands en réchappent. Lors d'une trêve, les civils sont évacués. La ville est alors broyée par les bombes. Lorsque les Américains délivrent Brest le 17 septembre, les 3/4 de la cité sont en ruine. Le front de guerre s'étire ainsi vers l'est de l'Europe, qu'il faudra encore 1 an pour libérer de l'oppression nazie. Dans l'ouest, les 10 et 11 mai 1945,
Lorient et Saint-Nazaire sont les dernières cités à pouvoir brandir des drapeaux français. La victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Aujourd'hui, le temps tamise l'écho d'Overlord, comme le sable et le vent ont emporté l'odeur du sang et le bruit de l'acier. Mais la terre de l'Ouest peut encore raconter. Est-ce que le cœur des hommes saura l'écouter ? Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri, fleur de Paris. Une fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Une fleur de chez nous. Ba-da-ba-ba-ba.